Seconde partie de ce journal, on va parler ce soir d'armement avec le salon biannuel Aero India. Tous les grands noms de l'armement mondial y sont présents. Et avec nous sur ce plateau, un spécialiste, Olivier Rafovitch. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Donc c'est un salon autant militaire que géopolitique. L'Inde, ces dernières années, est devenue le premier importateur d'armes au monde. Pourquoi ? D'abord, l'Inde est une grande puissance. C'est un pays émergent, un pays qui devient un pays riche. En 20 ans, il est passé d'un pays, on va dire, du tiers-monde à un pays parmi les 10 plus grandes puissances du monde, avec des défis énormes, d'abord au niveau local, entre guillemets, avec le Pakistan, nation nucléaire islamique, qui peut passer demain également à un régime intégriste violent. C'est une nécessité de renforcer l'armée. L'Inde, d'abord, est aujourd'hui 1,2 milliard d'habitants. C'est pratiquement la Chine, et l'Inde devrait dépasser la Chine en population d'ici une quinzaine d'années. L'Inde a des gros besoins pour d'abord se démarquer en tant que grande puissance internationale, mais également pour protéger ses frontières. Au nord, il y a des problèmes avec le Pakistan, donc je l'ai dit, au niveau du Cachemire. Mais la Chine aussi est là, la Chine qui devient aussi aujourd'hui, par rapport au Japon et par rapport à l'Inde, et par rapport en fait à toute cette ligne qu'on appelle Japon, Philippines, Indonésie, Malaisie et Inde, un pays qui a pas seulement une volonté ou des velléités de puissance régionale, mais également de puissance mondiale. Et l'Inde a besoin de montrer sa force. Alors 100 milliards quand même, 100 milliards de dollars sur 10 ans, rien que pour moderniser l'armée indienne. Ça sert à quoi ces armes ? À défendre uniquement ? À attaquer préventivement ? Vous savez, dans tout pays qui a une politique de devenir une grande puissance, il y a deux grands pôles, le pôle défensif et le pôle offensif. On ne peut pas être une grande puissance si on n'a pas la capacité d'opérer à l'extérieur et non plus de ne pas être capable de se protéger. Donc il y a ici deux pôles. Il faut montrer les muscles. Les montrer, mais également être capable de recevoir des coups s'il y a besoin pour ne pas tomber à la première frappe. Donc l'Inde va investir des milliards de dollars dans des armements offensifs, mais également dans des protections internes. Justement, comment peut se positionner Israël sur ce marché énorme, le marché indien, et Israël qui est devenu le deuxième importateur d'armes en direction de l'Inde? Comment on peut se positionner face au Cador, les États-Unis, la Russie? Israël a un particularisme. Israël est une puissance technologique. Peut-être la première au monde dans certains domaines, et peut-être la première au monde et la seule au monde dans certains domaines qui sont liés au renseignement tactique, au renseignement stratégique, mais également à l'inclusion de systèmes ultra sophistiqués dans le domaine de la cyber warfare, de la guerre. La cyberguerre. Voilà, merci. Mais c'est là-dessus, vous pensez sur le renseignement ou plutôt sur des systèmes comme Dôme de Fer, que Israël peut jouer sa carte? Dôme de Fer, est-ce qu'il est parce qu'il intègre des systèmes de renseignement tactiques, et je dirais même micro-tactiques, ultra sophistiqués, qui permettent de réagir en l'espace de 15 secondes. Donc il y a ici, dans Dôme de Fer, puisqu'on parle de Dôme de Fer, l'imbrication d'une capacité de feu, et également une capacité d'analyse et de relation entre le renseignement tactique et le feu. J'espère que je suis clair, parce que pour moi, ce sont des choses qui sont connues. Sont évidentes. Mais voilà. Alors, Olivier Rafovitch, on sait, l'Inde est prise un peu en étau entre la Chine à l'est nationaliste et le Pakistan musulman à l'ouest. Géostratégiquement, est-ce qu'on peut dresser un parallèle, selon vous, avec ce que vit Israël? Non. Non, parce que ce que nous vivons, nous, en Israël, c'est... on va dire des cycles et des cercles de violence et de potentiel de violence qui sont de plus en plus éloignés, mais même en étant plus éloignés, ils ne réduisent pas les problèmes locaux. L'Inde n'est pas menacée dans son existence comme l'État d'Israël. Mais l'Inde, encore une fois, vit aujourd'hui une course avec la Chine qui, elle, veut devenir la première puissance mondiale face aux Américains, et cette puissance mondiale chinoise passerait, ou pourrait passer, par peut-être une guerre d'influence, en tout cas j'espère pas plus que ça, avec l'Inde. Et selon vous, il y a un danger à cette course à armement? Il y a aujourd'hui un danger énorme, mais je pense qu'aujourd'hui le premier danger que nous pouvons analyser, c'est le danger entre la Chine et le Japon. Nous avons une crise dans les îles en mer de Chine, où la Chine, aujourd'hui, montre des volontés, peut-être, d'ouvrir un front militaire avec le Japon. Le Japon est passé, il y a quelques mois, à une politique beaucoup plus nationaliste, avec une volonté également de développer sa propre armée au-delà des limitations qui avaient été fixées après la Seconde Guerre mondiale. Le pôle Chine, Inde, Japon, et Pakistan bien sûr, devient peut-être
après Avec le le Moyen-Orient, ou peut-être même avant maintenant, la première zone de conflit avec une influence et un impact mondial. Je ne parle pas de la Corée du Sud et du Nord, qui sont également liés à cette Et la Corée zone. du Sud qui est proche d'Israël, on le sait. Est-ce que Qui ça est peut très jouer? proche d'Israël, parce que proche des Américains, comme le Japon, comme les Philippines, comme l'Indonésie, comme la Malaisie. La Chine, aujourd'hui, est liée avec la Corée du Nord, et ça suffit pour être un poids lourd, extrêmement lourd, face aux autres pays qui ne peuvent rien faire tout seuls. Et vous pensez à un axe Pakistan-Chine, Corée du Sud, Israël? Je pense que le Pakistan comprend très bien sa position géostratégique pour jouer avec les Chinois, pour, entre guillemets, pallier à la force indienne. Et les Indiens comprennent que toucher le Pakistan pourrait également déclencher une alliance avec les Chinois. Donc nous sommes ici dans une nouvelle zone d'influence. Je peux même vous signaler, puisqu'on est sur un plateau francophone, que la France, qui a également des positions dans la Polynésie française, est depuis maintenant quelques semaines en train de recevoir du renseignement des Australiens et des Japonais sur les mouvements de la marine chinoise dans les eaux territoriales qui touchent également les intérêts français. Je parle de la Polynésie, je parle de la Nouvelle-Calédonie, et je parle de cette zone-là qui devient aujourd'hui une zone où les Chinois veulent y rentrer sans demander leur permission à personne. Merci beaucoup Olivier Rafovitch. On peut presque parler d'une guerre froide dans les eaux de l'Asie. C'est la fin. On peut parler d'une nouvelle guerre froide Potentielle. possible, et voire une nouvelle guerre. En tout cas, espérons qu'elle ne se déclenchera pas. Mais l'Inde veille, et je crois que l'Inde aujourd'hui pourrait peut-être représenter les intérêts occidentaux et américains dans la région face à la Chine. Merci beaucoup Olivier Rafovitch d'avoir été avec nous ce soir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon week-end. Restez avec nous sur Guisen TV, l'info continue.